Bienvenue à la formation de sensibilisation aux normes et standards de rudesse. Merci de votre attention aujourd'hui. Welcome to the Awareness of Unnecessary Roughness Standards training. Thank you for your attention today. L'objectif des normes et leurs interprétations suivantes reposent sur les règles du football amateur canadien. L'objectif de l'élaboration de ces normes est de développer une compréhension commune des règles de manière plus détaillée. Les officiels, les entraîneurs et les joueurs utiliseront ces normes et leurs interprétations. Les normes et interprétations ont été développées avec une collaboration d'un comité d'officiels mandaté par Football Québec. The following set of standards and interpretations are based on the rules of Canadian amateur football. The goal of developing such standards and interpretations is to develop a common understanding of the rules in more detail. Officials, coaches, and players will use those standards and interpretations, and the standards and interpretations were developed cooperatively by a committee appointed by Football Québec. Nous allons traiter des standards et interprétations pour 4 différents gestes de rudesse. Commençons par le premier, le bloc venant de l'extérieur du champ de vision. We will discuss the standards and interpretations for 4 different unnecessary roughness penalties. Let's start with the first one, blindside block. Lorsque tout joueur est en déplacement sur la surface de jeu, il a le droit de bénéficier d'une protection afin de se soustraire à tout bloc venant de l'extérieur de son champ de vision. All players on the field of play are entitled to protection from blocking outside of their field of vision. Voici les concepts clés par rapport à cette punition. Il est illégal d'effectuer un bloc en direction de sa propre zone de but dans l'angle mort du joueur visé lorsque ce contact se fait de façon violente. Le champ de vision du joueur visé par le bloc se définit par la direction dans laquelle le joueur bloqué regarde. Le fait d'exécuter un bloc sur la surface avant du joueur qui regarde dans une autre direction n'élimine pas le fait que ça pourrait être un bloc venant de l'extérieur de son champ de vision. Let's review the key concepts for this penalty. For a blindside block to be legal, the contact with the opponent must not be forcible and must not be made by a player moving back towards their own dead ball line. Furthermore, a player's field of vision is defined as the direction in which the player who is being blocked is looking. So that means that a block coming in front of a player's body does not prevent it from coming from outside of his field of vision. Voici l'arbre de décision pour décider si le geste est une faute ou pas. D'abord, se demander dans quelle direction se dirige le joueur qui effectue le bloc. Ensuite, cerner si le contact est effectué de manière violente. Troisième point, répondre à la question, est-ce que le joueur qui se fait bloquer aurait pu anticiper le contact violent? Et en dernier, est-ce que le contact se produit à l'extérieur du champ de vision du joueur bloqué? Here is the decision tree for ruling on a foul or not in this situation. First, in what direction is the blocker moving? Next, is the contact forcible? Then, is it reasonable to expect that the player being blocked could see the blocker coming? And finally, does the block actually come from outside the field of vision of the player being blocked? Nous allons maintenant regarder quelques séquences de films afin de vous démontrer les gestes interdits pour le bloc de l'angle mort. Pour la première séquence, voici un bloc qui se fait. On voit ici le numéro 21. Cela est une infraction car le joueur est en direction de sa zone de but quand il effectue le bloc. Deuxième séquence de film. Le joueur visé n'aura pas pu anticiper le contact violent ici. En plus, évidemment, le contact se produit à l'extérieur du champ de vision. Voici un troisième exemple. On voit le joueur arriver de la droite. Le contact est effectué de manière violente. Encore une fois, à l'extérieur du champ de vision du joueur. Here's a couple of video examples that will show you what is a foul when we discuss blindside blocks. In this first clip, we can see number 21 contacting his opponent.
moving in the direction of his own dead ball line from outside the field of view. Here's a second example. The player being blocked could not anticipate this forcible hit coming from outside of his field of vision. One more. You can see the player coming from the right. Coming in with forcible, violent contact from outside of the field of vision. This is a clear foul. Si vous regardez la formation en groupe, prenez le temps pendant la prochaine séquence de discuter brièvement entre vous, à savoir si c'est une faute ou pas pour chacun des exemples. If you're viewing this training as a group, take a moment to discuss amongst yourselves whether you think that each of these situations is a foul or not. Voici donc deux autres exemples. À vous de décider. On voit le numéro 45 arriver. Le numéro 22 se fait frapper. « 45 se dirige en direction de sa propre zone de but, fait un contact de manière violente à l'extérieur du champ de vision sur un joueur qui n'a pas pu anticiper le contact. Infraction. » Un dernier exemple. On voit ici le numéro 90. Il se dirige en direction de la zone de but de son adversaire, pas en direction de sa propre zone de but. Il ne s'agit donc pas d'une infraction pour bloc à l'extérieur du champ de vision. Possiblement une autre sorte de rudesse. À vous de décider. So here are two more videos. Discuss amongst yourselves if you think these are fouls. In this first one, we see number 45, white. Coming into contact with number 22, red. In this case, he's heading towards the opponent's dead ball line. We have a violent hit that 22 could not anticipate. That's a foul. Last one, here we see number 90, white, contacting an opponent in the middle of the field. This one, in fact, is not a blindside block because number 90 is moving in the direction of the opponent's dead ball line. Up to you to decide perhaps another kind of unnecessary roughness, but not a blindside block according to these standards. Voici quelques précisions de plus par rapport à cette infraction. On ne doit pas appeler la punition si, selon le jugement de l'officiel, le joueur a clairement vu le joueur effectuant le bloc arriver. Et bien entendu, tout arbitre sur le terrain qui voit l'entièreté du jeu doit appeler la rudesse pour avoir effectué un bloc venant de l'extérieur du champ de vision. Ce qui veut dire, en autres mots, que si on ne voit pas toute l'action, on ne peut l'appeler non plus. Couple of more points about this foul. A blindside block should not be called if, in the judgment of the official, the player receiving the block could clearly see the blocker arriving before the contact. And all officials who see all the action where a block is made from the blind side must call unnecessary roughness, which also means that if you can't see all the action, you shouldn't call this foul. Pour terminer, on fait la distinction entre un bloc venant de l'extérieur du champ de vision et un bloc par derrière. La différence principale, c'est le point de contact sur le corps. Le bloc venant de l'extérieur du champ de vision est principalement un contact sur l'épaule ou l'avant du corps, tandis que le bloc par derrière se produit principalement dans le dos. La vigilance des officiels est très importante afin d'observer la légalité des blocs, particulièrement lorsque le jeu change soudainement de direction lors d'un changement de possession et lorsque les unités spéciales sont sur le terrain. Surveillez cela, messieurs, dames. To wrap this one up,
Let's just point out the main difference between a blindside block and blocking from the rear. That difference is the point of contact on the player's body. A blindside block is typically observed to be contact on the shoulder or front of the body, and a block from the rear is made on the opponent's back. Vigilance on the part of the officials is critical in observing the legality of blocking actions, particularly during sudden changes of direction in the flow of the play after changes of possession and on special teams. Let's keep our eyes open out there, ladies and gentlemen. Traitons maintenant le collier protecteur. Let's now talk about horse collar. Voici la règle. Agripper un adversaire par l'intérieur, sous les épaulières ou par l'intérieur du collet du maillot ou à l'extérieur du maillot au-dessus des numéros et utiliser cela comme moyen principal pour changer soudainement la direction du porteur de ballon, c'est de la rudesse. Let's look at the rule. Grasping an opponent by the inside of the shoulder pads, by the inside collar of the jersey, or outside of the jersey, above the numbers, and using this as the primary means of causing a sudden change in the ball carrier's direction is unnecessary roughness. Voici les concepts clés pour cette rudesse. Un des trois endroits spécifiés doit être saisi. L'intérieur du col du maillot, l'intérieur des épaulières ou l'extérieur du maillot au-dessus des numéros. Ensuite, l'action réalisée par le joueur défensif est la raison principale qui cause au porteur de ballon un changement de direction soudain. Troisième point, il n'est pas nécessaire d'effectuer un plaqué ou de rabattre le joueur au sol. Let's look at the key concepts for this foul. One of three specific areas must be grasped: inside the collar of the jersey, inside the shoulder pads, or outside of the jersey above the numbers. The action of the defender has to be the primary means of causing a sudden change in the ball carrier's direction, and it is not necessary to take the ball carrier to the ground. Voici l'arbre de décision pour cette infraction. Premièrement, à quel endroit le joueur qui effectue le plaqué a-t-il agrippé le porteur de ballon? Ensuite, est-ce que le porteur de ballon a changé de direction en raison du geste? Et enfin, est-ce que le fait d'avoir saisi le collier protecteur est la raison principale du changement de direction soudain? Here's the decision tree for horse collar. Where did the opponent grasp the ball carrier? Did the ball carrier change direction? And was the horse collar action the main means of the sudden change of direction? Regardons des séquences de films qui démontrent clairement des gestes interdits. On voit ici le porteur de ballon se fait clairement agripper. L'intérieur du gilet est agrippé au-dessus des numéros. Clairement une infraction. Ici, on voit encore le porteur se fait tirer le maillot. On a un changement soudain de direction assez flagrant. Et un autre exemple. C'est clairement la raison principale du changement soudain de direction ici. So let's look at some film to illustrate this foul. In this first one, you can see that the ball carrier is clearly grabbed inside of his jersey above the numbers. And then this next one, again, we've got a defender going up high there, causing a sudden change of direction. Clearly a foul. Here's one last one. There's no doubt that this is the primary reason for the sudden change of direction.
Encore une fois, prenez le temps de discuter entre vous. Est-ce que ce sont des infractions? Once again, take the time to discuss amongst yourselves. Are these next ones fouls? Qu'est-ce que vous en pensez de celle-là? On voit le porteur. Oui, il se fait agripper. Continue cependant vers l'avant. Cela n'est pas une infraction. Il n'y a pas de changement de direction. À tout le moins, la main au-dessus des numéros n'en est pas la raison principale. Un dernier exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment. Agrippé au-dessus des numéros, changement de direction soudain. Pénalité. All right, so what do you think? Here we've got the ball carrier going downfield. He is grasped in an area that meets one of the criterion. He does seem to continue downfield though. So this one is not a foul. We don't have a change of direction, or at the very least, the hand above the numbers is not the primary reason for a change of direction. That's not a foul. One last one. What do you think? Pretty obvious. Grabs him above the numbers, pulls him right back. That's a penalty. Des précisions. Donc, cette punition doit être appelée en faveur du porteur de ballon lorsqu'un changement soudain de direction se produit, selon certaines conditions précitées. Et quand on parle de à l'extérieur du maillot et au-dessus des numéros, généralement, l'action se produit derrière le joueur plaqué. Ça peut arriver sur le côté ou l'avant du joueur plaqué. Par contre, il doit y avoir changement de direction soudain à cause de ce geste. So a couple of points. The foul is to be called to protect the ball carrier and it does require a sudden change of direction. And when we refer to outside the shirt, above the numbers, typically we're talking about from the back, but this can occur from the front or side if the grab results in a sudden change of direction. Généralement, le fait de saisir le collier protecteur de l'avant ou du côté ne provoque pas un changement de direction soudain. Et la définition d'un changement soudain de direction, c'est que ça se produit rapidement et de manière inattendue ou sans avertissement. Often, grabbing from the front or side will not result in a change of direction, and the definition of a sudden change is when it occurs or is done quickly and unexpectedly or without warning. Discutons maintenant de la pénalité pour prendre pour cible. Let's talk now about targeting. Voici la règle. Prendre pour cible. Aucun joueur ne devra prendre pour cible et entrer violemment en contact à la tête ou la région du cou d'un adversaire avec le casque protecteur, l'avant-bras, la main, le poing, le coude ou l'épaule. Cette infraction demande qu'au moins une des conditions suivantes prouve que le joueur a vraiment eu l'intention de viser une des parties mentionnées. Si c'est le cas, c'est une infraction. Prendre pour cible est défini comme une action d'un joueur qui vise un adversaire dans le but de le frapper avec force qui va au-delà d'un plaqué légal, d'un bloc légal ou d'une action de jouer le ballon. Here's the rule for targeting. No player shall target and make forcible contact to the head or neck area of an opponent with the helmet, forearm, hand, fist, elbow, or shoulder. This requires that there be at least one indicator of targeting. When in question, it is a foul. Note
that targeting means that a player takes aim at an opponent for the purposes of attacking with forcible contact that goes beyond making a legal tackle or a legal block or playing the ball. Voici quelques indices de prendre pour cible. Ce ne sont pas tous requises pour appeler l'infraction. Voici quelques exemples alors. Sauter vers un joueur de manière à ce que les pieds quittent le sol pour frapper violemment un adversaire à la tête ou la région du cou. Fléchir les genoux et faire un mouvement rapide vers le haut et vers l'avant, même si un ou les deux pieds ne quittent pas le sol, dans le but de frapper avec force à la tête ou la région du cou. Frapper l'adversaire en premier avec le casse, l'épaule, l'avant-bras, le poing, la main ou le coude, par un contact violent à la tête ou dans la région du cou. Baisser la tête avant d'attaquer violemment l'adversaire avec le dessus du casque ou dans la région du cou. Punition de 25 verges et disqualification du joueur pour le reste de la partie. Pour les niveaux 14 ans et moins, le joueur recevra un avertissement pour une première faute. Here are some indicators of targeting. Understanding that not all are required to call this foul, here are some examples of what would lead you to call this foul. A launch is when a player leaves his feet to attack an opponent by an upward and forward thrust of the body to make forcible contact in the head or neck area. A crouch, followed by an upward and forward thrust to attack with forcible contact at the head or neck area, even though one or both feet are still on the ground. Leading with the helmet, shoulder, forearm, fist, hand, or elbow to attack with forcible contact at the head or neck area. Lowering the head before attacking by initiating forcible contact with the crown of the helmet. This is a 25-yard penalty and the player is disqualified from the game. At under 14 levels and below, the player will receive a warning for a first offense. Voici les concepts clés pour prendre pour cible. Alors le coup est flagrant et violent et se situe à la tête ou dans la région du cou. Le premier point de contact se situe à la tête ou dans la région du cou. Toute partie du corps qui sert à frapper la tête ou la région du cou peut constituer un coup ciblé. Le coup ciblé peut être effectué par n'importe quel joueur, non pas seulement sur le porteur de ballon. L'angle duquel le coup vient n'a pas d'incidence et le coup peut être porté contre un joueur immobile ou en mouvement. Prendre pour cible est défini comme une action d'un joueur qui vise un adversaire dans le but de frapper avec force au-delà d'un plaqué légal, d'un bloc légal ou d'une action de jouer le ballon. Et le joueur a vraiment eu l'intention de viser la tête ou la région du cou. Here's the key concepts for targeting. The hit is obvious and violent and is made to the head or neck region. The initial point of contact is to the head or neck region. Any body part used to attack the head or neck region might constitute targeting. Any player can be the target. It's not restricted to the ball carrier. The angle from which the hit is made is irrelevant. The hit can be made on a player who is in movement or stationary. Targeting is defined as the action of a player who takes aim at an opponent for the purposes of attacking with forcible contact that goes beyond making a legal tackle or a legal block or playing the ball. And the player has the intention of taking aim at the head or neck area. Voici l'arbre de décision pour prendre pour cible. Est-ce que le joueur vise la tête ou la région du cou? Et est-ce que le coup à la tête ou dans la région du cou est le premier point de contact? Here's the decision tree for targeting. Was there an intention to attack the head or neck region? And is the hit to the head or neck region the initial point of contact? Maintenant, quelques vidéos qui illustrent cette infraction. Alors, un premier exemple. Situation de botter. On voit le joueur arriver sur le porteur en visant la tête. Deuxième exemple. À la ligne de 25, se donne un élan, frappe le joueur à la ligne de 20 en fléchissant les genoux, faisant un mouvement rapide vers le haut et vers l'avant. Un troisième exemple qui arrive lors d'un plaqué dans un amas de joueurs.
On voit le numéro 9 arriver. Le porteur presque arrêté. Prend le temps de donner un coup à la tête comme premier point de contact. Un autre exemple. Nous avons ici le corps arrière. Qui abandonne le jeu, se jette au sol et reçoit un coup d'épaule directement à la tête. C'est une infraction pour prendre pour cible. Here's some video examples of targeting. This first situation is a kick play. The covering player comes down to the returner and aims right at his head. Next we have a player coming from the left. He's at the 25 right now. Comes down to the player at around the 20. Bends his knees and makes a quick movement forward and upward while making contact directly to the head. Here's a third example. Ball carrier runs into the pile and a defender comes in towards the end of the action. To finish off the tackle, he leads with his head directly into the side of the head of the ball carrier as the first point of contact. Here's one more. We have the quarterback sliding on the play. Only to receive a shoulder directly to his head. That's a targeting foul. Je vous invite à nouveau à discuter des prochains jeux. I would invite you now to discuss the following plays. D'autres situations de film alors, selon vous, infraction ou pas? Dans cette situation, on voit le joueur défensif arriver. On voit aussi le porteur de ballon fléchir des genoux en prévision du contact. Le joueur défensif en fait autant. Cela n'est pas une infraction. Les deux se penchent et se frappent casque à casque. Situation qui arrive assez fréquemment. Un dernier. Joueur défensif arrive. Premier contact est à l'épaule. On ne vise aucunement la tête. C'est juste un plaqué illégal. Pas une infraction. So a couple more films here. What do you think? Do we have a foul?
This one we can see the defender arriving, bending his knees. We actually see the ball carrier doing the same, preparing for the contact. In this case, this is not a foul. Both players lean down and end up banging helmets. This is a situation we see quite frequently on the field. This is not targeting. One more. We've got our ball carrier coming in, defender coming in for the hit. This is not a foul. Defensive player does not aim at the head of the ball carrier. Does not even make contact at the head. Not a foul. Alors, comme nous venons de voir, deux joueurs adverses qui se penchent et se frappent casque à casque ne constituent pas une action de prendre pour cible. Et lorsque le premier contact se situe sous la région du cou, il ne s'agit pas de prendre pour cible. Cela peut néanmoins constituer d'une rudesse d'une autre nature. So like we just saw, two players who bend down and make head-to-head contact is not targeting. And when the initial contact is below the neck area, it's not targeting. It may, however, be unnecessary roughness of a different sort. L'infraction de prendre pour cible peut être applicable lorsque le contact initial est à la tête ou dans la région du cou, lors d'un bloc venant de l'extérieur du champ de vision, d'une empilade, d'une infraction de type corde à linge, d'une infraction de dardage, d'une infraction de bloc à la tête ou plaqué de la tête. Targeting can apply when the initial contact is to the head or neck area, for example, on a blindside block, during a piling on situation, during a clothesline, when spearing occurs, or during a head leading block or head leading tackle. Un bloc illégal avec les mains au visage ne constitue pas habituellement un coup flagrant et violent, et n'est donc pas un exemple de prendre pour cible. Des gestes de prendre pour cible peuvent être effectués autant par un joueur offensif que défensif. Quelques clés pour les officiels. Souvent, le joueur qui porte le coup peut être perçu longtemps d'avance lors d'un retour de bottée ou jeu à champ ouvert. Il est important d'identifier un joueur qui représente une telle menace. Et le mouvement de la tête suite à un coup reçu n'est pas une référence fiable à 100%. Some final notes on targeting. An illegal hands to the face foul is typically not a particularly flagrant or violent gesture and is not an example of targeting. Targeting can occur by players of both Team A and Team B. And a couple of officiating keys. Often, offending players can be detected in advance during kick returns or open field plays. It's critical for officials to identify players who are threats. And a sudden movement of the head after a hit is not necessarily an indicator of a foul. La dernière infraction que nous allons traiter aujourd'hui est blocage surprise. The last foul we're going to handle today is crackback blocking. Voici le texte de la règle. Donc, un blocage surprise, il est interdit à tout joueur de l'équipe A de bloquer un adversaire en dessous de la ceinture dans une zone qui va de 5 verges en avant de la ligne de mêlée, d'une ligne de côté à l'autre, jusqu'à la ligne de fond de l'équipe A dans certaines situations. Premièrement, le joueur de l'équipe A est immobile ou en mouvement à 3 verges ou plus de la zone de mêlée lors de la remise du ballon. Here's the rule for crackback blocking. It shall be illegal for any Team A player to block an opponent below the waist in an area from 5 yards ahead of the line of scrimmage from sideline to sideline, extending back towards the Team A dead ball line in certain situations. First, if the Team A player is stationed or in motion 3 or more yards outside of the close line play area at the snap of the ball. Deuxième situation, si le joueur de l'équipe A est d'abord immobile à 3 verges ou plus de la zone de mêlée, puis se dirige vers le ballon de sorte qu'il se retrouve à moins de 3 verges de la zone de mêlée lors de la remise en jeu du ballon. Ou troisième situation, le joueur de l'équipe A est d'abord immobile à moins de 3 verges de la zone de mêlée, puis avant ou après la mise en jeu, s'éloigne à plus de 3 verges de la zone de mêlée et revient ensuite à moins de 3 verges. Et quatrième critère, maintenant requis, il se déplace vers le ballon pour effectuer le bloc. Et vers le ballon signifie le point de mise en jeu du ballon. Here's the second situation that could constitute this foul. If a Team A player is stationed initially at 3 or more yards outside of the close line play area,
and moves towards the ball so that he is less than 3 yards from the CLP A at the snap of the ball. Third possible situation, if the Team A player is stationed initially at less than 3 yards from the close line play area, and either before or after the snap of the ball, he moves more than 3 yards from the close line play area, and then returns to less than 3 yards from the close line play area. And the fourth part of this rule, the player moves in the direction of the ball to make the block, and the direction of the ball is toward the position of the ball when it was snapped. Maintenant, pour les concepts clés pour le blocage surprise, c'est un blocage simple à effectuer. C'est un blocage dangereux qui se traduit par une punition de rudesse. Ce blocage peut causer une blessure à la cheville ou au genou. Généralement, c'est un bloc à l'extérieur du champ de vision et sous la ceinture, et ça peut avoir un impact sur un jeu de course vers l'extérieur. Here are the key concepts for crackback blocking. It's an easy block to make, it's dangerous, and it's an unnecessary roughness penalty. It can cause ankle and knee injuries. It typically occurs outside of the normal field of vision and below the waist, and can have an impact on an outside running play. D'autres concepts clés, le blocage doit être effectué sous la ceinture et se produire dans la zone interdite, qui va de 5 verges en avant de la ligne de mêlée, d'une ligne de côté à l'autre, jusqu'à la ligne de fond de l'équipe A. Et le joueur qui réalise le blocage doit se déplacer dans la direction d'où le ballon est remis et doit provenir de plus de 3 verges de la zone de mêlée. Other key concepts, the block must be below the waist and occur in the restricted area, from 5 yards ahead of the line of scrimmage, sideline to sideline, extending back to the Team A deadline. And the blocker must be moving in the direction of the ball when it was snapped and come from 3 or more yards outside of the close line play area. Voici l'ordre de décision pour cette infraction. Est-ce que le bloqueur se situe à 3 verges ou plus de l'extérieur du bloqueur? Est-ce que le bloqueur se dirige en direction du point de la remise en jeu? Est-ce que le contact initial s'effectue sous la ceinture? Est-ce que le blocage s'effectue à moins de 5 verges au-delà de la ligne de mêlée? Here's the decision tree for crackback blocking. Was the blocker 3 yards or more outside of the tackle? Was the blocker moving in the direction of the point the ball was snapped from? Was the initial contact below the waist? And was the block less than 5 yards downfield? Donc, des exemples de films de situations de blocage surprise. Regardez à la ligne de 46. On voit le joueur de l'équipe A qui se dirige en direction du point de la remise en jeu. Bloc sous la ceinture. Blocage surprise. Un autre jeu plus en près de la ligne de côté. Le bloqueur est à plus de 3 verges à l'extérieur du bloqueur. Se dirige vers le point de remise en jeu et bloque sous la ceinture. Un autre exemple. Le receveur en motion arrive. Bloc sous le genou. Il était à plus de 3 verges de l'extérieur du bloqueur. Il revient en direction du point de remise du ballon. Clairement un blocage surprise. Dernier exemple. Ce bloc se fait à moins de 5 verges de la ligne de mêlée. Les autres critères sont là. Infraction. So here are some examples of crackback blocking. Look at the action at the 40-yard line.
See the Team A player blocking below the waist while heading in the direction of the point where the ball was snapped from. Crack back. Here's another one, more in the open field. This blocker is more than 3 yards outside of the close line play area. Comes back towards the point that the ball was snapped from. Blocks below the waist. That's a crack. Here we'll watch the actions of the number 3 receiver. Comes inside towards the unsuspecting defensive player. He's clearly coming from more than 3 yards outside of the close line play area. Heads in the direction of the snap. That's a crackback block. Here's one more. We've got a low block heading towards the point the ball was snapped from at less than 5 yards from the line of scrimmage. Une dernière fois, prenez le temps de regarder ces séquences et de discuter entre vous. And once again, take the opportunity to watch these sequences and discuss amongst yourselves. C'est le temps de mettre en pratique, alors est-ce que les prochaines séquences sont des infractions? Vous voyez l'action au centre, entre les poteaux. La ligne de mêlée est la ligne de 10. L'infraction se produit à la ligne de 16. Ce n'est donc pas une infraction pour blocage surprise. Ça se passe à plus de 5 verges de la ligne de mêlée. Ici, on a un receveur qui traverse la formation, dépasse le point de la remise en jeu, continue vers l'autre ligne de côté. Bloque bien entendu sous la ceinture. Par contre, ne se dirige pas en direction du point de remise en ballon au moment du bloc. Ce n'est donc pas une infraction pour blocage surprise. Here's a couple more clips. Time to put it into practice. Are these fouls? Watch the action in the center of the field between the posts here in this view. Notice that the line of scrimmage is the 10. And that this block occurs at the 16. So it is not a foul for crackback blocking because it's more than 5 yards from the line of scrimmage. One more. We have a receiver coming across the formation. In fact, past the center, continuing towards the other sideline. Does block below the waist. But because he's not going in the direction from where the ball was snapped at the time he makes that block,
This is not a crackback block. Une expression courante que l'on entend sur un terrain de football est « crack ». C'est une expression communément utilisée par les joueurs et les entraîneurs. Souvent, cette expression est utilisée pour désigner un bloc effectué par un receveur intérieur, un slot back, qui provient de l'extérieur, qui se dirige vers un joueur de ligne défensif ou un secondaire qui ne s'attend pas à être bloqué. Ça ne signifie pas pour autant que ça répond à tous les critères d'un blocage surprise. Toutefois, cela peut rencontrer les critères pour un bloc en venant de l'extérieur du champ de vision. À vous de réviser les standards pour cette faute-là. It's important to take a moment to talk about the term crack. We often hear that on the football field. It's an expression that's often used by football players and coaches to refer to a block by a slot back coming from the outside towards an unsuspecting defensive lineman or linebacker. This does not necessarily meet the criterion for a crackback block. It may, however, meet the criterion for a blindside block, and you can refer to the standards for that. Des dernières remarques pour celle-là, le fait que le joueur qui effectue le blocage en rive-à-motion et effectue un blocage à moins de 3 verges de la zone de mêlée ne rend pas son blocage légal. Si à tout moment ce joueur s'est retrouvé à 3 verges ou plus à l'extérieur de la zone de mêlée, le fait de réaliser un blocage sous la ceinture dans la direction du point de la remise en jeu, dans la zone interdite, constitue une rudesse. Le blocage peut avoir lieu à tout moment de la remise en jeu ou après, et cela peut autant se produire lors d'une course que lors d'un jeu de passe. Il est primordial que les officiels se concentrent sur le ou les receveurs qui constituent leur clé, sur leur mouvement et leur action de blocage afin de déterminer s'il s'agit ou non d'un blocage surprise. Some last notes. The fact that the blocker comes in motion and makes a block within 3 yards from the close line play area does not make it legal. If at any time the blocker has been 3 yards or more outside of the close line play area, blocking below the waist in the direction of the snap in the restricted zone is unnecessary roughness. The block could take place at the time of the snap or after, and it may occur on a running or a passing play. It's vitally important that officials concentrate on the receiver keys, their movements, and blocking actions to properly detect crackback blocking. Cela met fin à notre formation. Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. That concludes today's training. Thank you very much for your attention.